Le chômage en France n'en finit pas d'augmenter et aujourd'hui, 3 536 000 Français se trouvent sans activité. C'est un triste record pour notre pays et cela malgré l'euro faible, malgré la politique accommodante de la Banque centrale européenne, malgré le faible prix du pétrole, malgré les prémices de reprise. Or, nous sommes nombreux à avoir la conviction que les entreprises détiennent la clé de l'emploi et de la croissance sur notre territoire. C'est pourquoi le président Gérard Larcher a proposé au bureau du Sénat à la fin de l'année dernière de créer une délégation aux entreprises. Cette délégation que j'ai l'honneur de présider est chargée précisément de recenser les obstacles au développement des entreprises et de proposer des mesures visant à simplifier les normes applicables à l'activité économique. Et c'est à cette fin que les sénateurs de la délégation vont à la rencontre des entrepreneurs depuis maintenant 6 mois. Dans les différents départements dans lesquels nous nous sommes rendus, nous avons écouté une centaine d'entre eux, à la tête d'entreprises de taille petite, moyenne ou intermédiaire, qui font vivre nos territoires. Tous nous ont alertés sur le poids de la réglementation et sur l'énergie qu'ils doivent y consacrer au détriment des projets d'avenir pour leur entreprise. Alors je ne pourrais pas rapporter ici la richesse de nos échanges ni les nuances locales, mais il me semble important de vous indiquer, Monsieur le Ministre, l'élément clé qui en ressort. Ce que nous avons essentiellement entendu des entrepreneurs, c'est « laissez-nous travailler ». En effet, la complexité des règles à appliquer, conjuguée à leur instabilité, prend un temps considérable aux entreprises. 20 à 30%, nous a indiqué un entrepreneur de la Drôme. Les normes sont trop nombreuses dans tous les domaines. Dans le domaine social d'abord, le Code du travail, on le sait, est particulièrement épais en France. Une entreprise nous a indiqué que l'embauche du 50e salarié entraînait tellement d'obligations qu'il fallait même prévoir l'embauche d'un 51e pour tout gérer. Une autre a pointé la lourdeur de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Toutes dénoncent aussi la complexité du compte pénibilité. Dans le domaine de la construction également, les normes s'empilent au nom du principe de précaution, la prévention des risques technologiques, les normes antisismiques, la protection de l'environnement. Et en matière fiscale, le maquis réglementaire est tel que beaucoup d'entreprises appellent de leur vœu une généralisation du rescrit. La complexité de la transmission d'entreprise nous a été également souvent rapportée. Une entreprise familiale nous a dit songer à monter une holding pour faciliter sa transmission. Cette prolifération de normes soulève des questions juridiques, mais je tiens ici à souligner que c'est aussi un sujet économique majeur. Non seulement ces normes engendrent des coûts élevés, qui ont été estimés à 60 milliards d'euros par la commission Attali, et c'était en 2008. Mais elles pèsent également sur l'attractivité de notre pays. Nos collègues Alain Lambert et Jean-Claude Boulard l'avaient d'ailleurs dénoncé dans un rapport percutant qui a été remis en mars 2013 au Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Le gouvernement en a pris acte, c'est ainsi que le Premier ministre a adressé le 17 juillet 2013 une circulaire aux membres du gouvernement les invitant à geler la réglementation. Ce texte prévoit notamment que toute norme créée doit s'accompagner d'une simplification équivalente. Ce système de gage vise à la fois les collectivités territoriales et les entreprises. Ce sont ces dernières qui préoccupent naturellement notre délégation et c'est pourquoi nous souhaiterions vous demander aujourd'hui, Monsieur le Ministre, de nous présenter le bilan d'application de cette circulaire dont je ne suis pas tout à fait certaine que les entreprises ressentent à ce jour les effets. Ainsi, quelle méthodologie le gouvernement suit-il pour mettre en application cette règle? Chaque ministre a-t-il recensé les textes applicables dans son champ de compétences, évalué le coût de ces normes, repéré les dispositions obsolètes ou inutiles susceptibles d'être supprimées? Comment sont précisément évaluées les charges induites pour les entreprises par chaque disposition existante ou envisagée? Avec quels outils? Est-il vérifié, norme pour norme, que la réduction de charges permise par la suppression de l'une compense l'augmentation de charges résultant de l'adoption de l'autre? Ce travail est-il effectué à une échelle consolidée par ministère ou à l'échelle de l'ensemble de notre corpus juridique? Bref, comment le secrétariat général du gouvernement supervise-t-il la mise en œuvre de la circulaire? Les administrations centrales comme déconcentrées sont-elles responsabilisées et mobilisées pour atteindre cet objectif? Surtout, pouvez-vous nous dire dans quelle mesure il a été atteint?
Vous n'ignorez pas, Monsieur le Ministre, d'autres grands pays européens peuvent inspirer notre action en ce domaine. Ainsi, l'Allemagne a son Normenkontrollrat, organe indépendant créé en 2006 par le gouvernement pour réduire la bureaucratie et qui offre une évaluation précise et transparente de la charge induite pour toute nouvelle disposition avant son adoption. De même, le Royaume-Uni a son Regulatory Policy Committee, créé en 2009, est chargé de vérifier les estimations des coûts et bénéfices en termes économiques, sociaux et environnementaux de chaque norme envisagée. Cet organe accompagne le gouvernement dans l'application de la règle qu'il s'est fixée pour réduire le poids des normes. Le Conseil de la simplification pour les entreprises d'avril 2014 avait d'ailleurs préconisé en priorité la création d'un organe équivalent pour la France. Et vous avez annoncé la semaine dernière sa mise en place au 1er juillet. Pourrez-vous nous le confirmer, Monsieur le Ministre ? La règle britannique ressemblait au départ à celle fixée dans la circulaire dont nous débattons aujourd'hui, one in, one out. Mais le gouvernement britannique a revu en 2013 son ambition à la hausse avec le mot d'ordre one in, two out. Une livre sterling de charge créée par l'adoption d'une nouvelle norme doit s'accompagner de la suppression non plus d'une, mais de 2 livres sterling de charge existantes. Et l'ambition de déflation législative est désormais gravée dans le marbre de la loi. En effet, lors de notre déplacement à Londres en avril, nous avons appris que le Royaume-Uni venait d'adopter en mars 2015 une loi relative aux PME et à l'emploi qui contraint le gouvernement à respecter, sur la durée de la législature, un objectif de simplification réglementaire destiné à favoriser la croissance des entreprises. L'enjeu de la prolifération normative n'est pas seulement quantitatif, il implique une plus profonde évolution d'ordre qualitatif. Il s'agit d'entrer dans une culture de résultats. Cela signifie évaluer les effets des dispositions applicables en aval pour éventuellement les réajuster, mais aussi en amont, mieux documenter les études d'impact. Même si les projets de loi doivent être assortis d'une étude d'impact, ces études sont souvent trop légères. Le constat a d'ailleurs été récemment partagé par le Conseil d'État dans sa délibération du 8 décembre 2014 relative au projet de loi sur la croissance et l'activité. Il n'a pu, je le cite, que déplorer à la date de sa saisine du projet de loi le caractère lacunaire et les graves insuffisances de l'étude d'impact sur nombre de dispositions du projet de loi. La délégation sénatoriale aux entreprises éprouve le besoin d'études ciblées et documentées pour être en mesure d'assurer correctement sa mission, d'examiner les dispositions des projets et propositions de loi comportant des normes applicables aux entreprises, mission que lui a confiée le bureau du Sénat. La délégation a aussi reçu du bureau du Sénat la mission de proposer des mesures visant à favoriser l'esprit d'entreprise et à simplifier les normes applicables à l'activité économique en vue d'encourager la croissance et l'emploi dans les territoires. Elle a donc également besoin d'évaluer les conséquences des mesures proposées par les entrepreneurs qu'elle rencontre sur le terrain. C'est pourquoi nous envisageons de recourir à des études d'impact au cours des prochaines années. La commission Juncker plaide aussi dans ce sens à l'échelon européen. Là, Monsieur le Ministre, comment votre gouvernement entend-il prendre sa part dans cette évolution ? Permettez-moi, pour en finir, d'aborder la question du poids des normes pour nos entreprises sous un angle plus large. De nos échanges avec les entrepreneurs français implantés dans nos territoires, il ressort que les normes leur pèsent tout autant par leur nombre et leur instabilité que par l'état d'esprit qui anime l'administration chargée de leur application. D'abord, notre administration se positionne en contrôleur de l'application des normes au lieu d'accompagner ou de conseiller les entreprises afin qu'elles s'y conforment. Partout où nous les avons rencontrés, les entrepreneurs nous lancent « Faites-nous confiance ». Depuis quelques mois, le Premier ministre déclare dans toutes les langues qu'il aime les entreprises. Mais nous avons senti, nous, une forme de dépit amoureux chez les entrepreneurs. Ils se sentent soupçonnés d'emblée. Ainsi, l'un d'eux a reçu, à titre purement préventif, un courrier l'informant que si d'aventure son entreprise ne respectait pas les 35 heures, il s'exposerait à des poursuites pénales. Plusieurs déplorent par exemple qu'on ne les juge pas assez responsables pour assurer la sécurité de leurs apprentis, au point de la garantir par des règles si contraignantes qu'elles en deviennent absurdes et paralysantes. D'ailleurs, le gouvernement a bien été obligé de les revoir récemment. Faisons confiance aux entreprises au lieu de les présumer coupables.
La délégation l'a vu à Londres. Les entreprises qui ont un pied de chaque côté de la Manche nous font part de la différence d'approche fondamentale entre les administrations nationales. La confiance que l'administration britannique fait aux entreprises libère l'élan entrepreneurial, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de sanctionner sans état d'âme les cas d'infraction. En France, nombre de ceux qui ont sollicité un crédit impôt recherche, par exemple, ont témoigné avoir subi dans la foulée un contrôle fiscal, comme si l'on était suspect dès lors qu'on innove. Ainsi, trop occupée à contrôler plutôt qu'à accompagner, notre administration a trop souvent tendance à pécher par excès de zèle dans l'interprétation qu'elle fait des normes. De nombreuses entreprises sur le terrain attestent de la concurrence déloyale qu'ils subissent de la part de leurs compétiteurs, même européens, soumis à des normes moins sévères. Comment expliquer cela, sinon par une naïveté européenne dans les négociations commerciales, mais aussi par une surtransposition française des directives communautaires ? La circulaire dont nous discutons de l'application avait elle-même identifié cette difficulté précise, puisqu'elle invitait l'administration à justifier expressément toute règle plus exigeante imposée par la France. Alors pouvez-vous, à l'occasion du bilan que nous en faisons aujourd'hui, également nous dire, Monsieur le Ministre, ce qu'il est advenu de cette mesure que vous avez annoncée à nouveau la semaine dernière, je crois, alors qu'elle figurait déjà dans la circulaire de 2013. D'ailleurs, la nouvelle Commission européenne vient de proposer dans son paquet Mieux légiférer que chaque État membre opère une claire distinction entre ce qui est décidé à Bruxelles et ce qui est ajouté au niveau national, régional ou local. Je voudrais conclure en rappelant que les entreprises sont le berceau de la croissance et de l'emploi pour nos territoires. Il ne suffit pas de les aimer. Nous devons tous chercher à leur simplifier la vie pour leur laisser le temps de travailler, d'innover et leur permettre d'être plus compétitives. Nous devons amener un changement d'état d'esprit et faire confiance par principe aux entreprises. C'est une dimension importante de notre combat contre le chômage. Les règles, les protections, les normes, certes, rassurent, mais notre ambition, ce n'est pas de nous cramponner. Notre enjeu, ce n'est pas seulement de maintenir les emplois, c'est d'en créer. Donc, faisons des normes un facteur de croissance et de compétitivité pour que la France tienne une place solide dans l'économie mondiale. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur Henri Cabanel pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les entrepreneurs sont unanimes pour saluer le bien-fondé de la création de liens forts entre les parlementaires et le monde de l'entreprise. C'est une démarche que j'ai appliquée à titre personnel dès mon élection en démarrant un tour des entreprises du département d'où je viens, l'Hérault, pour aller au plus près de la réalité économique. Je remercie notre présidente et collègue Elisabeth Lamure pour l'animation de cette délégation aux entreprises. L'action de la délégation s'appuie sur la rencontre avec les PME et TPE qui représentent 99,8% des entreprises françaises et qui emploient 50% des salariés. Nous sommes ici au plus près des territoires grâce à nos déplacements sur le terrain. La majorité des entrepreneurs ont exposé des problématiques récurrentes sur tous les territoires. Le contraire aurait été étonnant dans un contexte de marasme économique très fort. Cependant, quand l'entrepreneur fait preuve d'audace et d'écoute dans son management, on peut encore trouver en France des patrons et des salariés heureux. À Valrhona, dans la Drôme, nous avons été accueillis par une banderole « Bienvenue aux sénateurs dans une entreprise où tout va bien ». Derrière cette phrase teintée d'humour, il y a une démarche de ressources humaines. 84% des salariés sont heureux de travailler dans cette société classée 11e au classement national Great Place to Work. Évidemment, mon objectif n'est pas de vous faire croire que tout est déjà réglé dans le pays. Nos échanges multiples avec le monde de l'entreprise nous ont permis d'identifier une véritable soif de simplification. C'est un combat porté par notre gouvernement. Alors que la majorité précédente ne devait s'émouvoir de simplification qu'à l'action courageuse de certains parlementaires, le gouvernement actuel s'est saisi pleinement de cette thématique en accompagnant l'action parlementaire
par un secrétariat dédié, et c'est la première fois. Et je vous remercie, Monsieur le ministre, pour votre engagement et votre travail. Résultat, plus de 200 mesures de simplification concernant les entreprises ont été prises depuis avril 2014. Preuve du lien étroit entre l'action menée par notre gouvernement et les demandes exprimées par les entreprises. Je vais prendre pour exemple les demandes des entreprises de l'Hérault que nous avons visitées et les réponses trouvées dans les annonces récentes du Premier ministre et du secrétaire d'État. Concernant la surtransposition des normes, effectivement, nous sommes dans un pays où nous aimons mettre des normes sur des normes, et en tout cas les normes européennes. Une entreprise de charcuterie, les Brasérades, nous a ainsi posé le problème du bisulfite, composé chimique interdit en France et utilisé dans d'autres pays d'Europe pour une plus longue conservation des produits, vendus ensuite dans notre pays. Cela crée donc une inéquité au niveau de la concurrence. Le gouvernement vient d'annoncer des mesures très claires entourant les dispositions françaises alors qu'elles sont plus contraignantes que les exigences européennes. Tester d'abord les textes européens sur les panels d'entreprises. Mettre en place des processus d'explication et de justification obligatoires en cas de surtransposition. Réexaminer les surtranspositions antérieures dans les mêmes conditions. Concernant l'apprentissage, la CICAD Verger de Moggio a soulevé la problématique très connue des escabeaux. Ces escabeaux constituent un exemple caricatural d'une norme sans doute pensée par des personnes n'ayant jamais vu d'arbres fruitiers ni de près ni de loin. Annoncé par François Rebsamen au Sénat et aux assises de l'apprentissage, 2 décrets importants du 17 avril 2015 entrés en vigueur le 2 mai simplifient la procédure de dérogation aux travaux interdits. Avec le premier décret, les jeunes de 15 à 18 ans, apprentis, contrats professionnels, stagiaires, élèves, étudiants, peuvent désormais utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds dans des conditions prévues par les dispositions de droit commun du Code du travail. L'autre décret entoure le travail et la formation des jeunes munis d'un équipement de protection individuelle. Cet assouplissement, cumulé à la prise en charge par l'État des charges des jeunes apprentis, la première année de leur contrat, vont favoriser, nous l'espérons, leur embauche. Concernant l'interprétation du cadre législatif par les services de l'État, au-delà des entreprises rencontrées dans la délégation dans l'Hérault, de nombreux entrepreneurs, EDF Énergie, la société Cadran, IRI-France, m'ont témoigné de l'interprétation des textes législatifs par les fonctionnaires d'État, notamment en ce qui concerne les projets d'énergie renouvelable. Là encore, l'enjeu est l'équité. Le gouvernement, conscient de ce problème de cloisonnement entre les administrations, vient d'annoncer que les doctrines nationales seront clairement affichées pour chaque corps de contrôle, dans un souci de partage de pratiques et de connaissances en toute transversalité. Les décisions d'interprétation doivent être publiées régulièrement et rendues facilement accessibles à l'ensemble des entreprises. Concernant les seuils sociaux, l'entreprise héroltaise, dont a voulu évoquer tout à l'heure certainement notre présidente Madame Lamure, Médito, spécialisée dans la production et vente de coquillages, nous a expliqué qu'elle avait créé une autre société pour éviter le passage au-delà des 50 salariés. Le gouvernement a annoncé 2 mesures phares. La suppression des 2 premiers seuils pour commencer avec un seuil de 11 salariés, le gel des prélèvements fiscaux et sociaux pendant 3 ans pour le seuil des 50 salariés, afin de permettre aux entreprises de s'adapter. Ces mesures ont pour objectif, là encore, de doper l'embauche au sein des TPE et PME, comme l'aide de 4 000 € aux TPE qui embauchent un premier salarié pour un CDI ou un CDD de plus de 12 mois. Concernant l'agriculture, lors de notre visite de la cave coopérative Terroir de la Voie Domitienne, la principale problématique citée a été la lourdeur administrative. Les réponses du gouvernement sont là encore concrètes. La dématérialisation pour de nombreuses formalités, déclaration, autorisation de plantation, la mise en place du nouveau titre d'emploi-service agricole, TESA, qui permettra une extension importante du champ de bénéficiaires. Une majorité de contrôles sur le lieu de l'exploitation sera remplacée par des contrôles sur la base de pièces justificatives. Un bémol quand même, le souhait des caves coopératives de faire une seule déclaration de récolte par entité au lieu de déclaration individuelle comme actuellement. Même si ce chantier de simplification n'est pas achevé, il faut saluer le travail déjà effectué. Notre rôle de parlementaire nous impose de communiquer sans modération sur ces nouvelles mesures auprès des entrepreneurs, mais aussi dans quelques mois d'en faire le bilan avec eux, au travers peut-être de la délégation aux entreprises. J'espère que dans le cadre des nouveaux déplacements de la délégation, des banderoles comme celle vue
Dans la Drôme, bienvenue à une entreprise où tout va bien seront plus courantes. Cela signifiera que le travail a été nécessaire et qu'il aura porté ses fruits. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Dominique Vatrin, vous avez la parole pour le groupe communiste républicain et citoyen. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette question de l'application du gel de la réglementation, surtout en direction des entreprises, posée par la circulaire du 17 juillet 2013, prolonge le débat que nous avons eu il y a peu dans cet hémicycle sur le Conseil d'évaluation des normes. À cet égard, je partage les propos de ma collègue Cécile Cukierman. Malgré le flot de critiques, la prolifération normative et l'insécurité juridique qui en résulte s'accentue, entre autres, avec le projet de loi Macron. Près de 300 articles nous sont présentés en urgence de surcroît pour faire moins de normes. Faisons plus de normes en somme. Nous ne pensons d'ailleurs pas que cette inflation normative soit due aux ailes normatives des administrations de l'État, aussi bien centrales que déconcentrées. C'est une vision caricaturale qui minimise l'exigence de clarté du droit inscrite dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En réalité, il n'y a pas de volonté perverse de quelques administrateurs, mais une volonté de produire la norme la meilleure au service de la sécurité juridique. D'ailleurs, un rapport d'information de la Commission des lois d'avril dernier, intitulé « Le droit des entreprises, enjeux d'attractivité internationale », précise, je cite, que la situation des entreprises françaises n'est pas préoccupante du point de vue du droit qui leur est applicable. En réalité, il est délicat de concilier simplification administrative et légitimité de l'action publique au service d'une société solidaire et de progrès. Si la norme peut être contraignante, en effet, à l'égard de certains, à plus long terme, elle en protège d'autres. Derrière le leitmotiv de la simplification, ne se cache-t-il pas une volonté pure et simple de dérégulation? Nous ne nions pas les difficultés rencontrées par nos entreprises. Nous voudrions rappeler que cette exacerbation est d'ailleurs en partie liée à l'insuffisance des moyens financiers au service des PME, des TPE, qu'elle est liée au retrait de l'État et à la diminution du nombre de fonctionnaires, en particulier les restructurations de services administratifs s'intensifiant par la réduction des personnels de la fonction publique, les mutualisations, les privatisations larvées de services publics. Quant à la dérégulation et aux moyens d'État qui se profilent souvent derrière une démarche dite de simplification, la circulaire du 17 juillet 2013 n'échappe pas à la règle. Elle dispose que tout nouveau texte réglementaire créant des charges pour les collectivités, les entreprises ou le public ne pourra être adapté que s'il s'accompagne à titre de gage d'une simplification équivalente. Revenons un peu sur ce sujet. Selon le vocabulaire même de la circulaire, les normes juridiques, administratives et techniques sont donc considérées comme de simples marchandises dont il faudrait vérifier les volumes, peser les poids, évaluer les validités jusqu'à signifier les dates de préemption. Pour reprendre les termes d'ailleurs d'une professeure, Madame Koubi, c'est là où nous pensons qu'il faut être vigilant, car selon la circulaire, toute réglementation nouvelle doit désormais contribuer positivement à l'effort de simplification du droit. Et c'est ainsi véritablement qu'on relancera les entreprises, ou plutôt en favorisant leur carnet de commandes. De plus, toujours selon la circulaire, il importe que l'évaluation financière soit correctement renseignée, qu'il s'agisse des charges significatives créées par la réglementation, des allègements qui seraient importés. Or, ce qui est perçu comme complexité par les gouvernements successifs, il suffit d'ailleurs d'entendre ici certains orateurs, c'est le droit au travail, le droit fiscal et plus largement les droits empreints d'une certaine justice sociale. À cet égard, le rapport dont je vous faisais part est particulièrement éclairant, puisque les mesures de complexité évoquées sont l'obligation d'informer préalablement les salariés en cas de cession de leur entreprise en vue de leur permettre de présenter une offre de reprise sous peine d'annulation de la cession, ou encore la mise en place de la procédure d'action de groupe en matière de consommation, de concurrence, qui demanderont, et cela est normal, une réglementation pour leur mise en œuvre effective. Enfin, la mise au point de cette politique de simplification dépendrait, selon la circulaire, de méthodes de consultation
participative. Si l'idée de la participation doit effectivement être encouragée, nous devons garder à l'esprit que c'est le législateur et le gouvernement qui ont en charge la définition de l'intérêt général, et ce dernier ne peut être la somme des intérêts particuliers, aussi légitimes soient-ils. De plus, il ne faudrait pas sous-estimer les limites de l'évaluation économique systématique du droit. Or, c'est bien en ces termes que la circulaire du 17 juillet envisage la simplification normative. Donc, en guise de conclusion, je voudrais rappeler que le nombre de normes risque de croître. Et oui, en effet, les citoyens, les entreprises attendent toujours plus de sécurité. C'est bien normal. Cette demande est relayée par les médias et les pouvoirs publics y répondent forcément par l'adoption de normes. De plus, comme le soulignait le Conseil d'État, la multiplication des sources externes, le droit européen en particulier, en même temps que l'apparition de nouveaux domaines, sont facteurs de la complexité croissante du droit. Citons la progression de pair d'ailleurs avec la libéralisation économique de la régulation par des autorités administratives de pans entiers du droit, le droit boursier, l'AMF, le droit de l'énergie, CRE, le droit des télécommunications, l'ARCEP, l'informatique et liberté, la CNIL. Il y a aussi l'apparition de nouveaux domaines de législation complexes, comme le droit à la concurrence, de la concurrence, le droit monétaire et financier dans un contexte ouvert, ou encore les biotechnologies qui accompagnent de fait, il faut le dire, une logique de libéralisation. Ce débat donc que nous avons aujourd'hui, nous le disons fortement, n'est pas neutre politiquement. Dans tous les cas, mes chers collègues, nous devons veiller à ce que l'évaluation qualitative l'emporte sur une évaluation qui serait au final faussement comptable. Merci, cher collègue. Monsieur Yvon Collin a la parole pour le groupe RDSE. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la prolifération des normes, la multiplication de leurs sources sont un sujet récurrent tant la France souffre d'un harcèlement textuel bien ancré. Le Forum économique mondial sur la compétitivité des économies place la France à la 130e place en matière de poids de la réglementation. On ne peut pas être bon partout, certes, mais là, 130e, ce n'est pas très glorieux. Dans son rapport sur la simplification de l'administration française, publié en 2004, l'OCDE a souligné que le coût de la paperasserie s'est élevé en moyenne à 11% du PIB selon le standard Cost Model. Trop souvent, les entreprises doivent faire face à de nouvelles normes prescrites par l'État, d'une part, lorsqu'il exerce son pouvoir réglementaire, et d'autre part, lorsqu'il applique tout simplement la loi. Elles doivent assimiler, ces entreprises, environ 3000 nouvelles informations chaque année et ainsi faire face à de lourdes procédures administratives qui entravent leur développement. Régulièrement, les entreprises doivent communiquer leur chiffre d'affaires, leur respect des normes environnementales, des mesures paritaires, sans que les différentes administrations soient aujourd'hui en mesure de croiser et donc de coordonner les informations qui ont déjà été transmises. À cela s'ajoutent des normes européennes dont nous mesurons parfois sur le terrain la contrainte qu'elles peuvent générer pour les acteurs économiques sans que soit toujours démontrée leur utilité. De la taille des cages pour palmipèdes gras au calibre des bananes déterminé, je cite, c'est un peu érotique, par la longueur du fruit exprimée en centimètres et mesurée le long de la face convexe depuis le point d'insertion du pédoncule sur le coussinet jusqu'à l'apex. On atteint souvent des précisions décourageantes pour les agriculteurs qui, comme tout entrepreneur, aspirent, nous le savons, à la simplification. À ce niveau, plus qu'elle ne réglemente, l'administration tourmente. C'est pourquoi il y a urgence à agir pour simplifier la vie des entreprises, des exploitations et des industries. C'est en particulier vital pour les petites entités, pour lesquelles le coût des formalités administratives est beaucoup plus lourd, faute des ressources humaines suffisantes pour les gérer. Le temps que consacrent ces dirigeants d'entreprise à mettre en application les normes est autant d'énergie perdue qu'ils pourraient employer à leur stratégie de développement.
Mes chers collègues, il faut reconnaître que les gouvernements qui se sont succédés depuis 2 décennies ont tenté de résoudre cette problématique, même si l'incantation a souvent pris le pas sur l'action. Dès son arrivée au pouvoir, le président Hollande a décidé un choc de simplification. La création l'année dernière du Conseil de la simplification pour les entreprises est le témoin concret de cette volonté de desserrer les taux réglementaires qui pèsent sur les entreprises et, in fine, finalement, nuit, nous le savons, à l'emploi. Je me réjouis, Monsieur le Ministre, également des annonces faites hier par le Premier ministre visant à alléger certaines formalités pour les TPE et PME. Je pense en particulier à la simplification à l'accès aux aides publiques ou encore au développement du titre emploi-service entreprise. Dans le projet de loi pour la croissance et l'activité, il y a aussi des mesures intéressantes, Monsieur le Ministre, que nous avons approuvées, notamment la mise en place d'un identifiant électronique unique et sécurisé pour les entreprises et l'allègement des obligations comptables pour les TPE durant leur période d'inactivité. Tout cela, bien sûr, va dans le bon sens, nous en donnons acte, mais cela ne résout pas la question du stock fossilisé de normes et de règles qui se sont accumulées. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, vous allez sans doute nous éclairer sur le bilan de la circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation des entreprises, qui prévoit notamment une norme créée, une norme supprimée ou allégée, car comme l'indique notre excellente collègue Elisabeth Lamure dans le texte de sa question orale, la simplification réglementaire est un enjeu de compétitivité et de croissance. Et j'ajouterai que c'est aussi un enjeu d'attractivité internationale. Comme je l'ai dit au début de mon intervention, l'État, Monsieur le Ministre, a une responsabilité dans la production de normes. On doit donc s'interroger sur la façon de ralentir cette inflation. Certes, il y a la circulaire précitée qui pose une règle, si je puis dire, désinflationniste. Mais il faut aussi s'attaquer au processus de production de la norme. Et à cet égard, je relèverai un extrait du fameux rapport Lambert-Boulard qui souligne que, pour chaque question, pour chaque problème, la réponse a été trop souvent l'instauration d'une loi nouvelle, plutôt que la recherche d'une action plus efficace dans le cadre de lois existantes. Le législateur est en effet également comptable, nous l'avouons, de l'empilement normatif. Certes, nous avons désormais les lois de simplification, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il faut une norme pour abroger une norme. N'est-ce pas alors l'état d'esprit de l'État qu'il faudrait faire évoluer? Il faudrait en effet trouver le point d'équilibre entre Colbert et Tocqueville, entre une société encadrée pour mieux la protéger et une société responsabilisée pour encourager son dynamisme et la liberté d'entreprendre. Dans le contexte économique actuel, nous sommes d'accord pour tous dire qu'il est difficile. Nos chefs d'entreprise ont besoin de stabilité, de visibilité et surtout pas de coût induit par un excès de normes. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, le RDSE vous encourage à ne pas relâcher les efforts du vaste chantier qu'est le défrichage normatif. Nous vous faisons confiance pour vous y atteler et vous remercie de votre attention. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je voudrais commencer ce propos en vous disant combien je trouve que le débat qui nous réunit cet après-midi, d'abord, a été riche, très précis, pas dogmatique, et j'en félicite l'ensemble des membres de cette Assemblée, va me permettre de clarifier un certain nombre de points qui méritent de l'être, de donner des informations à cette Assemblée, mais plus généralement, peut-être, si vous le souhaitez, et notamment vous, Madame la Présidente, d'engager avec vous un travail dans les mois qui viennent, qui nous permettent d'aller encore plus loin, plus vite, plus fort en matière de simplification des règles concernant la vie économique, sachant que, comme vous, je crois qu'il en va de la compétitivité de nos entreprises, il en va de l'équité dans la vie économique entre les petites entreprises qui n'ont aucun moyen pour affronter la complexité, qui subissent de plein fouet l'ensemble des normes, et des grandes entreprises qui finalement s'y habituent, voire même parce qu'elles ont les outils, les moyens, les conseils pour y faire face, en tirent des avantages
concurrentielle. Il en va donc d'une certaine conception de la vie économique et de règles de concurrence qui doivent être loyales. L'un d'entre vous, tout à l'heure, citait Tocqueville. En vous écoutant, me revenait à l'esprit la phrase de Tocqueville qui dit qu'il y a beaucoup plus de lumière et de sagesse dans beaucoup d'hommes réunis que dans un seul. Vous en avez fait la démonstration. On pourrait corriger Tocqueville en regrettant qu'il n'ait pas dit d'hommes et de femmes, puisque ce débat, c'est le débat que vous avez voulu, Madame la Présidente. Deux mots d'abord pour bien sûr répondre aux questions que vous avez posées, mais plus généralement à l'ensemble des problématiques de simplification, puisque le débat était beaucoup plus large que la circulaire du 17 juillet 2013, que ces débats ont concerné à la fois les stocks de mesures existants, mais aussi le flux, tout ce qui vient s'ajouter à des volumes de complexité qui sont importants. Et pour rappeler finalement que les politiques de simplification ne sont pas nouvelles. Préparant ce débat, je lisais que dès le 26 septembre 1953, un décret reconnaissait la nécessité de simplifier les formalités administratives. En 1983, a été créée une commission pour la simplification des formalités incombant aux entreprises. Et je ne vais pas vous donner toute la chronologie. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Ça fait très longtemps qu'objectivement, personne ne voit les résultats concrets des politiques de simplification. Et c'est finalement instruit de ce paradoxe des efforts renouvelés depuis très longtemps et des effets assez faibles, que quand j'ai été amené à m'intéresser à ces questions, c'était à l'époque à la demande du Premier ministre Jean-Marc Ayrault et du Président de la République, la première chose que j'ai fait, c'est finalement de faire ce que vous avez fait il y a peu de temps, un tour d'Europe, des pays qui, eux, mènent depuis quelques années, un peu moins de 10 ans pour la plupart d'entre eux, des politiques de simplification, avec des résultats plus ou moins grands selon leur propre regard, mais qui surtout ont mis en place des outils, des méthodes pour réussir la simplification en direction de la vie économique. Donc on est allé regarder ce qui se passait à l'étranger. Vous avez cité l'Allemagne avec le Norman Control Rate et d'autres dispositifs. Vous avez cité l'Angleterre, on est allé en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark. Je ne fais pas la liste intégrale, mais nous avons commencé sagement et, j'allais dire, modestement à regarder comment il fallait s'y prendre pour réussir une politique de simplification. De ce petit tour d'Europe, nous avons tiré quelques principes qui fondent la politique dont nous allons parler pendant les quelques minutes que vous avez bien voulu m'accorder. Le premier, le plus important, c'est que cette politique, et d'ailleurs vous l'illustrez vous-même en visitant les entreprises au sein de votre commission, de votre délégation, elle ne peut être que collaborative. La politique de simplification ne peut pas être décidée par les administrations. Ce n'est pas à elles de faire ce qui les arrange, en considérant que c'est ça la simplification. La politique de simplification, elle part de la complexité vécue par les entreprises et de cibles de complexité qu'elles-mêmes désignent, auxquelles il faut s'attaquer parce que c'est ce qui pollue leur vie quotidienne. Ce travail se fait au sein de ce que vous avez, la plupart d'entre vous nommez le Conseil de la simplification, qui n'est finalement qu'une fabrique à simplifier, réunissant un peu plus d'une centaine d'entreprises en ateliers réguliers autour de 10 moments clés de la vie de l'entreprise: la création de l'entreprise, la déclaration fiscale et sociale, le recrutement, l'import-export, enfin, je ne vous fais pas toute la liste de ces groupes de travail. Et dans ces ateliers, composés de grandes, de petites entreprises, et d'ailleurs plutôt des niveaux hiérarchiques en but avec la complexité, pas forcément du président de la société ou de la présidente de la société, le comptable quand il s'agit des déclarations fiscales et sociales, le responsable quand il y en a dans des ressources humaines, quand il s'agit du recrutement, de la formation par exemple. Dans ces ateliers, dans un premier temps, s'élabore ce qui est vraiment vécu comme les problèmes à traiter par les entreprises, et ensuite un travail avec l'administration qui permet, deuxième élément de la méthode, de préinstruire toutes les mesures que nous annonçons avant même qu'elles aient un statut de plan d'action ou de proposition ou de mesure annoncée.
C'est-à-dire qu'il y a tout un travail que fait le Conseil de simplification de préparation des décisions et de préparation collaborative, là encore, en vérifiant que les décisions que nous allons prendre correspondent bien à ce que les entreprises veulent, mais aussi que les conséquences des mesures éventuelles que nous allons prendre de simplification sont bien celles qui vont simplifier vraiment la vie des entreprises. Je dis cela parce que derrière ce travail préalable à l'annonce des mesures, il y a, je crois, une, entre guillemets, mini-révolution, en tout cas une façon nouvelle de produire de la norme. Si je résume, et c'est vrai pour tout le monde, pour nous aujourd'hui, comme pour les gouvernements qui nous ont précédés, si je résume aujourd'hui la culture de fabrique de la norme française, c'est une culture qui décide d'une orientation qu'elle juge bonne pour le pays, pour les entreprises, et puis une fois que cette norme est décidée, qui découvre bien souvent des effets pervers ou inattendus dans la mise en œuvre, qui font que, soit au mieux, la mesure s'applique, mais elle ne produit pas tout à fait les résultats qu'on escomptait, soit au pire, on ne peut pas l'appliquer. Et vous avez cité la question de la pénibilité. Pour avoir plusieurs fois exprimé le propos que je tiens ici, je considère qu'on a bien fait de voter un texte, que les assemblées ont bien fait de voter un texte relatif à la pénibilité, au passage dispositif qui existe dans l'ensemble des pays européens ou presque, mais que le texte initial qui avait été voté par le Parlement était un texte qui était parfait mais qui ne pouvait pas s'appliquer et que donc nous avons travaillé à le simplifier. Et donc, deuxième élément de la méthode après la méthode. Voilà pour ce débat qui s'est tenu tout à l'heure dans l'hémicycle à la demande de la délégation sénatoriale aux entreprises. Un débat qui a porté sur les normes qui pèsent, l'excès de normes qui pèsent sur les TPE-PME, très petites et moyennes entreprises qui, vous le savez, sont au cœur actuellement de la réflexion du gouvernement. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. À 19h, ne manquez pas 24h Sénat, le journal présenté par Delphine Girard. Très bonne fin de journée sur les chaînes parlementaires.